Merci à tous de nous avoir choisis pour le débat africain, surtout panafricain, chaque samedi sur la même antenne, avec le même plaisir. Moïse Agbengan, c'est moi, c'est mon nom. S'excuse pour ce petit retard accusé dû à des pannes techniques. Vous aurez compris donc nos inquiétudes pour produire des émissions de qualité pour vous et chez vous. Nous recevons aujourd'hui professeur Pini Pini, consultant politique, écrivain. Professeur, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour Moïse, et bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous les amis qui nous suivent. Bonne année à ceux avec qui on n'a pas encore eu de contact. Bon, disons que ça va, je me porte bien, évidemment. Nous suivons tous tout ce qui se passe dans nos différents pays, notamment au Congo. Nous sommes très attristés par ce qui se passe là-bas. Et, euh, et nous ne pouvons que souhaiter que cette année 2025 puisse être bien meilleure que celle qui vient de passer, même si elle commence mal, mais souhaitons qu'elle puisse bien se terminer. Voilà, c'est tout le souhait que j'ai par rapport à la situation qui se passe au Congo, d'autant qu'il y a des meilleures nouvelles du côté de l'AS dont nous allons parler également. Donc, je crois que ça balance un petit peu le malheur du Congo. Que Dieu écoute vos prières, professeur Pini Pini. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Par Duplessis, en Bruxelles aussi, nous avons le privilège de recevoir Monsieur Amedodi Kokou, citoyen engagé. Merci. Bonjour, comment allez-vous et comment vont les Togolais à Bruxelles? Bonjour, très cher Moïse. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Les Togolais à Bruxelles, d'où je viens de revenir à peine, et ils vont bien. J'habite à Liège, plus précisément, à une centaine de kilomètres de Bruxelles. Je profite de l'occasion. Je viens de dire que je rentre de Bruxelles. J'aimerais profiter, si vous le permettez, pour rendre hommage à Vincent, défunt, qui a été inhumé cet après-midi à Vilvorde, euh, quartier non loin de la résidence de professeur Pinipini. Euh, Vincent est le défunt mari d'une combattante, d'une panafricaine dont je tais le nom, mais elle se reconnaîtra. Je rends hommage, je m'incline devant la mémoire de notre ami Vincent et je rends hommage au courage de la combattante, compatriote togolaise qui a perdu son conjoint papa conjoint Vincent avec qui elle a eu deux enfants. Les enfants se reconnaîtront également. J'aimerais ici leur témoigner encore mon affection et rendre hommage au courage dont ils ont fait preuve durant tout au long du séjour à l'hôpital de leur papa qui malheureusement il y a une semaine jour pour jour a décidé de rejoindre son créateur. Donc, je me porte bien. J'espère, comme Monsieur Professeur Pinipini l'a dit tout à l'heure, que 2025 sera beaucoup plus porteur de paix, de sérénité, même si on débute de façon assez chaotique ou catastrophique. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, je vous laisse, Vincent, je vous laisse, très cher Moïse, nous aider à rentrer dans le vif du sujet pour que nous puissions voir un tout petit peu décrypter l'actualité et donner nos opinions sur l'un ou l'autre aspect. Merci à vous d'avoir accepté toutes nos condoléances aux familles pleurées et merci qu'on vous retrouve en santé. On dit Dieu merci également pour vos vies. Chers amis téléspectateurs, nous allons entamer la première partie de notre émission avec le Congo et nous savons tous qu'il y a quelques heures, le Cameroun est revenu à Goma. Le professeur Pinipini aura nous donné d'amples informations concernant cela tout à l'heure et bien entendu, je vous prierai de partager cette émission avec les uns
uns les autres, puisque c'est le bon moment pour le faire, et surtout pour que la voix de la diaspora gagne, et surtout nous puissions aussi contribuer de notre manière à l'édifice et surtout au calme et à la sérénité de nos populations africaines. Et bien entendu, il y a BBC qui a écrit donc dans l'un de ses articles qu'ils ont vu des contrats qui montrent que des soldats étaient engagés et payés environ $5 000 par mois. Et ce sont des Romains qui ont été engagés pour aider l'armée à combattre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et qui affirment se battre pour protéger les droits de la minorité ethnique Tutsi de la République démocratique du Congo. Professeur Pinipi, première question pour vous. Dites-nous en clair, que se passe-t-il à Goma? Que s'est-il passé et où en sommes-nous? D'abord, par rapport à ce que vous venez de dire, d'abord, merci pour la question. Par rapport à ce que vous venez de dire, ce qu'a écrit la BBC, donc les Anglais, il faudrait dire que il n'y a pas d'ethnie Tutsi, ni au Rwanda, ni au Burundi, et encore moins au Congo, ni même d'ethnie Hutu non plus. Parce que ces deux entités-là parlent une seule et même langue, le Kinyarwanda. Tout le monde sait en Afrique que les ethnies sont liées aux langues. On ne peut pas avoir une ethnie sans aucune langue. Ça, c'est de un. Et puis, deuxièmement, au Rwanda, il n'y a pas un territoire qu'on pourrait désigner comme étant un territoire de Tutsi. Ça n'existe pas. Ou territoire de Hutu. Ça n'existe pas. Hutu et Tutsi, ce sont deux corps dans la société Banyarwanda et qui vivent ensemble. Il ne faut même pas dire côte à côte, mais qui vivent ensemble. Ça veut dire que au sein d'une famille, il pourrait avoir un Tutsi comme il pourrait avoir un Hutu au sein des mêmes montagnes, parce qu'ils vivent dans les montagnes. On appelle dans des collines. On parle des pays des 1000 collines. Donc, quand la BBC et les autres disent qu'ils doivent protéger les minorités Tutsi, mais de les protéger contre qui et pourquoi? Voilà, c'est ça la question. Et qui leur fait quoi? Qui fait quoi? La question des minorités, ça c'est né ici en Europe, dans les circonstances qui sont les leurs. Et ce qui se passe, ce qui est effectivement, c'est qu'eux, ils veulent toujours tout falsifier et essayer de falsifier ce qu'ils ont fait chez eux en important cela chez nous et en l'imposant comme étant une norme chez nous pour nous faire du tort, pour nous causer du tort, pour nous tuer. Et c'est ça qui est là par rapport à cette affaire de minorité. Il n'y a pas une minorité Tutsi au Congo. Ça n'a aucun sens. Jamais. Je voudrais justement essayer de profiter de l'occasion pour dire en fait quels sont disons les étrangers africains que l'on trouve au Congo et qui y vivent. Il y a 4 groupes distincts, si on peut dire, qui sont là depuis des années. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les Popos. Les Popos, ce sont des populations qui viennent du Nigeria et du Cameroun, qui ont été amenés au Congo sous la bannière de Léopold II, de l'État indépendant du Congo. Quand ils ont commencé à faire la guerre aux populations congolaises, sont allés prendre des populations du côté du nord Cameroun et du Nigeria, qu'ils ont amenés au Congo, qu'on a appelé des popos, parce qu'ils venaient avec des fusils. Ce sont eux qui ont été les premiers dans ce qu'on appelle la force publique. Ce sont eux qui ont servi le gouvernement belge contre la population congolaise. Les Congolais les ont donné comme surnom des popos. Popo étant le fusil qui fait popo. Donc on a donné ce nom-là, popo. Ces populations-là sont restées au Congo, notamment à Kinshasa, où elles ont où ces hommes se sont mariés, ont eu des enfants,
Et voilà, donc, ça continue. Ça, c'est la première population qui est arrivée, donc, disons, vers la fin du 19e siècle avec ce que nous pouvons appeler la colonisation, bien l'occupation européenne. Après, il y a eu les populations qui sont venues de l'Angola, hein, qui sont des Bakongo, mais chez nous, on les appelle des Bazombo. Et ils sont venus quand, au moment où les indépendances, il y a eu le mouvement des indépendances et que le Portugal a plutôt resserré la balle en Angola pour ne pas donner l'indépendance. Ils ont resserré, ils ont intensifié les exactions. Une grande population a fui l'Angola. Ils sont venus au Congo, notamment beaucoup à Kinshasa. On les appelait des Bazombo. Ce sont les mêmes populations congolaises en réalité, parce que les populations qui sont au nord de l'Angola, ce sont les mêmes populations qui sont à l'ouest du Congo et qui ont vécu ensemble. Donc, les Bazombo ont vécu au Congo avec les Congolais jusqu'à l'indépendance de l'Angola. À ce moment-là, beaucoup sont retournés, mais d'autres sont restés. Ils vivent au Congo avec les Congolais. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Ni les Popo, ni les Bazombo, donc les Angolais, il n'y a jamais eu de problème avec, avec le Congo ou avec les Congolais. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième population ce sont on appelle au Congo les Bandingari. Donc ceux qui parlent des langues qui ressemblent plutôt disons qui sont chez nous on croit qu'ils sont des Arabes en fait. Donc ce sont plutôt des Maliens, des Nigérians, des Sénégalais, même des Burkinabés, je pense, qui sont venus au Congo dans les années 70, quand le Congo commençait à se relever. Comme ce sont des populations, beaucoup sont des commerçants, sont venus au Congo, se sont installés au Congo pour faire le commerce. Et ils sont venus avec leurs pratiques religieuses là, comme ça les gens les distinguaient avec leurs accoutrements, donc on appelait des Ndingari. Donc c'est la troisième population qui vit jusqu'aujourd'hui. Ils ont des quartiers entiers à Kinshasa où ils vivent avec les Congolais. Et donc ceux ici qu'on appelle les Rwandais, c'est la quatrième population qui est arrivée, elle, dans les années 58, je pense, les premiers avec les problèmes qu'il y a eu au Rwanda là-bas, ils sont venus par vagues successives au Congo et les Congolais les ont accueillis notamment dans l'Est. Mais les Congolais vraiment les ont accueillis comme frères africains, comme ils ont accueilli les Popo, comme ils ont accueilli les Bazombo, comme ils ont accueilli les Ndingari, comme ils ont accueilli les Rwandais. La même chose, comme étant des frères chez eux, au Congo. Et ceux ici, les Rwandais, ben, ils ont bénéficié vraiment de toutes les attentions, vu tout ce qu'ils vivaient au Rwanda. Il y en a beaucoup qui ont étudié au Congo, qui ont fait qui ont vraiment pris, qui ont été intégrés totalement au Congo. Donc, et c'est pour cela que les Congolais sont vraiment blessés au plus fort d'eux-mêmes, de voir que ceux-là même qu'ils avaient accueillis de cette façon-là se retournent contre eux et veulent carrément leur confisquer le pays tout entier, ce qui est incroyable. Donc, c'est pour dire que donc c'est cette affaire de Tutsis qui serait minorité qui serait en danger. C'est tout à fait le contraire. Ce sont des gens qui ont été protégés. Et même quand il y a eu le génocide, le massacre au Rwanda, je pense pas qu'il y ait un pays au monde qui ait plus accueilli les Rwandais que le Congo, que le Congo. Même si les États-Unis aujourd'hui, l'Angleterre, la France disent qu'ils ont accordé asile aux Rwandais,
mais je pense pas qu'ils peuvent concurrencer sur le plan de l'accueil des Congos et les Congolais. Les Congolais ont tout donné aux Rwandais et surtout quand ils ont eu, à chaque fois qu'ils ont eu des difficultés. Ils ne les ont jamais mis dehors, ils ne les ont jamais molestés. Au contraire, ils ont toujours eu tout l'accueil et tout le soin qu'il fallait. Donc moi je crois que voilà donc je pense qu'il fallait rétablir cette vérité-là pour essayer de casser cette contre-vérité des Européens qui apportent cette notion de minorité qu'ils ont mis dans la tête des dirigeants rwandais pour qu'ils puissent faire la guerre au Congo, parce que eux ils veulent que les Rwandais fassent la guerre au Congo, parce qu'ils en veulent au Congo. Pourquoi? Parce que pour eux, le Congo, voilà, c'est leur bien. Ils ont décidé ainsi. Ils ont le premier complot contre le Congo. Vous savez, ils ont fait une conférence entière pendant des mois. Ça a duré presque 6 mois de conférences, soi-disant, des réunions tous les jours pour parler d'un pays d'autrui, qui est un pays qui n'est pas le vôtre, qui est le Congo. Leur fameuse conférence de Berlin. Ça a des 6 mois de conférences de tous les jours, des réunions contre le Congo. Parce que pour eux, le Congo leur appartient. Donc voilà la vérité, là, c'est le problème, il est là. C'est comme ça qu'ils instrumentalisent ces Rwandais contre les Congolais aujourd'hui. Donc voilà donc la situation, c'est pas que les Rwandais qui sont menacés de quelque façon que ce soit au Congo, c'est pas Merci, vrai. Il faut professeur. bien chez eux. Merci, professeur, d'avoir planté le décor. Monsieur Amedodi, quel est votre point de vue concernant donc ces nouvelles attaques qui ont eu lieu récemment, disons, qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine au Congo avec le M23, avec l'intervention donc du Rwanda et dans tout cela. Qu'en dites-vous par rapport à cette actualité? Je remercie le professeur Pinipini pour ses observations, mais moi j'ai eu une lecture complètement pas opposée mais divergente. Je saluais tout à l'heure la mémoire d'un défunt. Je crois que j'aimerais faire le lien. Nous sommes tous des passagers ici sur Terre et nous devons faire en sorte que notre passage, souvent bref, ne soit pas des moments de tension, de frustration, de douleur. Et je suis désolé de le dire, lorsque nous, Africains, nous plaignons dans nos pays d'accueil, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, que nous sommes malmenés et que en Afrique, nous-mêmes entre nous, ok, et avec la proximité géographique de nos pays, nous ne puissions pas nous accepter, nous accueillir, ça me désole. Je disais, j'aimerais dire que le problème, laissons de côté ce que les, les médias occidentaux euh, cherchent à faire passer comme message, disant que le Rwanda doit protéger son pays. Non, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. C'est un problème d'ailleurs, d'abord de mauvaise gouvernance. Il faudrait que monsieur le professeur Pinipini accepte cela. On ne peut pas comprendre que Fachi, comme c'est comme ça que comment, ceux qui, on appelle affectueusement le président de la RDC, Tshisekedi, on peut pas comprendre qu'après 4 ans de règne, il ait laissé son pays dans cet état-là. Je suis vraiment désolé de le dire. On pourra revenir là-dessus. Le bilan n'est pas catastrophique. Deuxièmement, et lorsqu'on écoute les médias, surtout occidentaux, euh, tout le monde parle du M23, parle d'un pays enfin, d'un pays voisin qui les soutient, mais personne ne veut citer Paul Kagame et du Rwanda, parce que la guerre est beaucoup plus économique. L'objectif, le but visé, c'est d'occuper les riches, les terres congolaises, surtout à Goma, dans l'Est, dans le Sud-Est, et qui est riche en minerais précieux, minerais dont les Occidentaux ont besoin pour faire leur transition écologique. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Et il faut également dire, avoir le courage de le dire,
que la démarche, ou en tout cas le silence, et en cela je suis d'accord avec le président congolais, le silence, ou en tout cas la façon timorée dont ce qu'on peut appeler la communauté internationale a dénoncé l'agression, je dirais même l'annexion. Il s'agit d'une annexion, hein, l'annexion d'une partie du Congo par le Rwanda en violation de toutes les règles internationales de souveraineté d'un pays, démontre que le Rwanda est soutenu par des puissances qui cherchent à s'accaparer, qui cherchent à piller sans payer le prix les minerais, des riches minerais du sous-sol congolais. Et ça, il faut le dire. Il faut citer les pays. N'ayons pas peur de le dire. Il y a l'Angleterre, il y a la Grande-Bretagne, ok? Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a les puissances, il y a l'Occident. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a un an de cela, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda pour l'exploitation des minerais, dont le Rwanda ne possède pas dans son sous-sol. Les Occidentaux le savent, l'Union européenne le sait. Donc, il faudrait mettre le doigt sur cette problématique-là et ne pas l'occulter. C'est la raison pour laquelle il faudrait dénoncer cette annexion-là. Mais au-delà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi un problème de mauvaise gouvernance. Moi, je ne comprends pas. Je l'ai toujours dit, certains m'ont combattu. On dit au Togo, il y a un proverbe africain qui dit, lorsqu'on ne sait pas courir, il faut savoir au moins se cacher lorsqu'il y a un danger. Comment vous expliquer que Tshisekedi ait refusé de rencontrer son homologue pour trouver une solution? Il y a eu 2 ou 3 rencontres qui ont été avortées. Tshisekedi, sachant pertinemment qu'il est à la tête d'un pays dont l'armée n'existe pas, ou en tout cas l'armée n'est pas équipée, et il est en face du Rwanda, qui a le soutien, ok, des puissances, au moins aller chercher une puissance comme les gens de l'AES l'ont fait. Il ne l'a pas fait. Il est resté, hein, et lorsque j'entends même son discours d'avant-hier, disant que le Congo est en train de préparer une riposte coordonnée, hein, est en train de s'organiser pour une riposte coordonnée, je dis, professeur Pinipini, il faudrait que les dirigeants africains soient responsables. Parler comme ça, mentir au peuple, alors qu'il n'y a rien qui est en train d'être préparé. Et le militaire Corneille Manga est en train de marcher vers d'autres grandes villes, Bukavu. Et il a même promis arriver jusqu'à Kinshasa. Ça me rappelle, et je termine par là, ça me rappelle malheureusement l'épisode de, de Laurent Désiré Kabila qui a marché pour aller déloger Mobutu dans son temps. Attention, je le dis aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2025. Attention, il y a un grand danger qui menace. J'aimerais qu'on puisse aborder cela. Et je ne sais pas si vous avez vu les interventions du militaire, du chef c'est l'Alliance Fleuve Congo, hein, qui promet de réinstaurer. Lui, il dit qu'il fait une guerre, qu'il fait une révolution institutionnelle parce qu'il estime que Tshisekedi dirige mal le pays. Est-ce que c'est encore un coup d'État militaire? Tout le monde applaudit aujourd'hui les militaires qui ont pris le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est dans l'air du temps. Je me dis, est-ce que c'est le même scénario qui risque d'arriver au Congo pour que le Congo soit finalement remis sur les rails? J'espère qu'on va aborder ce sujet-là dans la suite des discussions. Merci. Voilà, le décor est planté par nos amis, nos invités de ce jour. Alors,
Professeur Pinipini, vous parliez donc à l'instant donc de Goma. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le cas de Goma. Aujourd'hui, Goma, Goma est contrôlé probablement par les rebelles, si je me permets de le dire ainsi, la M23. Et quand on analyse un peu le cas, est-ce qu'il y aurait une solution quand par exemple on propose un accord entre où Félix Tshisekedi accepte de rencontrer le chef des rebelles, enfin, quelle est votre appréciation par rapport à cet aspect de la chose? Oui, je voudrais d'abord, si vous permettez, revenir sur ce qu'a dit notre ami euh, concernant justement les responsabilités, notamment celles du président Tshisekedi dans la situation d'aujourd'hui, parce que de toute façon, c'est lié à la question que vous posez. Je voudrais que notre téléspectateur puisse comprendre que cette guerre contre le Congo, contre le peuple congolais d'ailleurs, ce n'est pas contre le peuple congolais, et dans l'histoire tragique qui lie le Congo à l'Europe, je crois que c'est la cinquième du genre. C'est toujours lié aux découvertes chez eux et qui demandent des matières premières qu'ils trouvent au Congo. La solution pour ces matières premières, c'est de massacrer les Congolais, à chaque fois. La toute première guerre, celle qui a fait 10 millions de morts et qui est enfin, la toute première, c'est la guerre de l'Ivoire. Parce que quand ils arrivent au Congo, là, dans les années 85, 90, 1885, 1890, il y a les booms de l'ivoire, parce qu'il faudra l'ivoire pour fabriquer les pianos. C'est les pianos, à ce moment-là, comme les pianos étaient devenus tellement importants, ça rapportait beaucoup d'argent. Donc, il fallait beaucoup d'ivoire et le Congo a été attaqué, le peuple congolais a été attaqué dès ce moment-là pour qu'ils puissent amasser de l'ivoire. Vous savez, ils en ont amassé des quantités énormes, il y en a jusqu'aujourd'hui dans les pays européens, des quantités énormes d'ivoire, d'ivoire qui est venu du Congo. Au Congo, aujourd'hui, il y a presque plus d'éléphants, mais tout ça là, il y en avait tellement, les éléphants, les ivoires, il y en a presque plus. Ils ont tous été massacrés pour les réserves en ivoire de l'Europe. Et les populations congolaises en ont souffert parce devaient être là et c'était des esclaves, devaient aller ramasser de l'ivoire dans la forêt et venir donner aux maîtres européens. Sinon, c'était la mort et le massacre, les tueries. Et la deuxième guerre, c'est avec les caoutchoucs. Quand ils ont inventé les pneus à caoutchouc, et comme ils n'avaient pas de caoutchouc, les caoutchoucs, on les trouvait en masse au Congo. Et ça a été la grande guerre qui a amené jusqu'à 10 millions de Congolais qui ont été tués parce qu'il fallait à chaque tour récolter les caoutchoucs et venir livrer des quantités énormes de ces caoutchoucs-là, euh, au maître toujours qui était là, pour venir vendre en Europe et se fait de l'argent. C'est avec ça que le roi Léopold II s'est fait énormément d'argent. Et la troisième guerre, ça a été la guerre du cuivre. Lumumba est mort à cause de ça, il a été tué à cause de cette guerre du cuivre parce que c'était un métal important pour eux, pour, pour l'électricité qui était en train euh, d'être aménagé dans toutes les maisons. Il leur fallait des quantités de fils électriques et ça se fait avec les minéraux du cuivre. Et donc, comme ce cuivre, il y en avait au Congo, venait du Congo, ben, il fallait donc faire la guerre aux Congolais. La guerre de sécession dont on a parlé, c'est la guerre du cuivre, la sécession katangaise. C'était pour avoir le cuivre facilement. Et c'est détruire le peuple congolais. Aujourd'hui, c'est la guerre du coltan. Pourquoi? Parce que le coltan, vous savez, tout le monde sait aujourd'hui de quoi sert le coltan dans l'Europe et dans le monde occidental actuellement. Donc, c'est pour cela, de nouveau, on fait la guerre contre les peuples du Congo. Donc, voilà. Donc, moi, je crois qu'il faudra qu'on comprenne ça.
pour qu'on puisse, pour qu'on ne puisse pas simplement condamner les gens. Moi, je voudrais bien qu'on puisse condamner le président Tshisekedi son efficacité, son inefficacité. Mais ça date quand même depuis plus de 30 ans. Cette agression permanente rwandaise. Le président Tshisekedi n'était pas encore là. Le président Tshisekedi actuel. Et les Rwandais harcèlent le Congo depuis ce temps-là, depuis 1996 par là jusqu'à aujourd'hui, sans arrêt, que le Rwanda harcèle le Congo. Le Paul Kagame est toujours là, harcelant le Congo jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une affaire actuelle, ça ne date pas que d'aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, ce qui est arrivé, nous avons tous nous l'avons suivi quand les missions des Nations Unies, les ambassades, ils ont commencé tous à partir de Goma. C'était à la fin du mois dernier, en fait, il y a 2 semaines, ils ont commencé à quitter parce qu'ils préparaient. Il y avait une préparation par rapport sur Goma. Il fallait que Goma, pour eux, Goma devait tomber absolument. Il fallait que Goma tombe. Il leur faut le nord Kivu, il leur faut le sud Kivu, il leur faut l'Ituri, il leur Oui. faut tout, parce qu'il leur faut de coltan. Donc c'est pour cela maintenant qu'il y a donc quand vous dites quelle solution, mais la solution c'est pas au Congo. Je vous assure, mes amis, on peut aller faire des négociations comme on voudra. Ce n'est pas la première. Depuis, il y a déjà eu des négociations. Il y a déjà eu des compromis. Il y a eu des négociations en 2001 et 2002 en Afrique du Sud. Les Congolais sont allés, les Rwandais sont venus en nombre, ils se sont retrouvés là. Il y a même un Rwandais qui a été nommé vice-président du Congo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que devons-nous faire de plus? Le Ah, ministre de l'Affaires étrangères du Congo, c'était un Rwandais. Un Rwandais. Mais que voulez-vous que les Congolais fassent de plus? Combien de fois, il y a eu combien d'accords avec le RCD, avec ceci, cela. Il fallait mélanger, tous les soldats rwandais ont été intégrés dans l'armée congolaise. Ils ont eu des grades, tous les grades, ils sont devenus des généraux, ils sont devenus ceci, cela. Mais que devait-on faire? Pour eux, tout ce que l'on fait, c'est rien du tout, ça ne suffit pour le Kagame, ça ne suffit pas. En fait, il faut simplement que les Congolais puissent se coucher et qu'ils puissent marcher dessus. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, c'est pas autre chose. C'est pas que le président Tshisekedi peut aller faire des négociations. Le président Tshisekedi, au début, il a fait ça, non? Il est allé jusqu'à Kigali. Lui-même, les Congolais ne voulaient pas. Mais lui s'est entêté, il est allé. Ils ont fait copain avec Kagame. Il est allé jusque là-bas, il a dormi là-bas à Kigali, il est allé au mémorial des génocides, etc. Il a même invité Kagame à Goma. Jusqu'à Kinshasa, il est venu pour montrer qu'est-ce qu'il devait faire d'autre. Mais pour Kagame, tout cela, lui veut être le grand chef de l'Afrique, l'empereur de l'Afrique, donc l'empereur du Congo, l'empereur de l'Afrique. C'est ça. Donc c'est ça que les Américains lui ont promis. Et il rêve de cela, il est ivre de pouvoir. Donc c'est cela. Maintenant, vous dites qu'est-ce qu'on peut faire. Avec lui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Lui est le parapluie américain. Et il y en a qui disent, mais comment un petit pays comme ça, comme le Rwanda, peut agresser le Congo? Mes amis, soyez sérieux. on va Soyons en revenir, professeur Pinipini, merci. Alors, je sais que vous avez du poing sur le cœur en ce moment. Monsieur Amedodi, dites-nous, est-ce que la solution, on trouverait par exemple cette solution dans la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et les chefs de M23, ou carrément c'est la communauté internationale, comme plusieurs le disent, qui doit trouver la solution à ce problème aujourd'hui? Très cher Moïse, lorsque vous parlez de la Commission internationale, et je crois que le professeur en a parlé tout à l'heure, il suffit juste d'observer le timing de cette agression ou annexion. Et Kagame a attendu l'arrivée au pouvoir de Donald Trump
qui a comme fidèle ami ministre euh, Elon Musk, hein, qui travaille, ou en tout cas dont une bonne partie de la richesse, l'industrie automobile est basée justement sur ce coltan, et d'autres également sur le coltan. Donc, est-ce que vous avez vu les États-Unis d'Amérique condamner l'annexion de la RDC par le Rwanda? Non. Donc, et lorsqu'on parle de communauté internationale, on sait le poids de l'Amérique au sein de ce que on peut encore appeler aujourd'hui de communauté internationale. Donc, la communauté internationale n'apportera pas une solution. J'ai dit tout à l'heure l'intérêt que l'Union européenne, comme institution, ok, ou en tout cas le, le, on peut dire, l'acquaintance ou bien la complicité de l'Union européenne, que certains aujourd'hui appellent receleurs. Ils savent que le Rwanda leur vend, ou vend en tout cas à beaucoup de pays européens, des minerais qu'ils pillent dans le pays qui s'appelle le Congo. Ces minerais-là ne sont pas inventoriés, ne sont pas dans le sous-sol rwandais, mais ils achètent ce qu'eux, ils en ont besoin. Ils achètent même à vil prix et en contrepartie, ils taisent tout ce que les Congolais subissent. C'est même l'occasion, ok, d'encore s'incliner devant les nombreuses victimes de cette guerre qui dure depuis une dizaine d'années, ok, dans l'est du Congo et qui récemment, la semaine dernière, a fait plus de 300 morts et des milliers de blessés. Nous souhaitons surtout à ces blessés-là euh, prompt rétablissement. Certains ont reçu des balles, des éclats d'obus chez eux, dans leur maison. Et ce sont des civils qui n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Donc, je pense que attendre que la communauté internationale vienne aider les Congolais euh, serait comment chimérique. Ils attendront. La solution ne viendra pas là. Mais et c'est là où j'interpelle encore Monsieur le professeur Pinipili en lui remerciant pour le rappel historique, ok, que le Congo a toujours fait, a été toujours la victime des progrès comment industriels au niveau dans les pays occidentaux. Il a cité l'ivoire, il a cité le cuivre, il a cité actuellement le coltan, il a cité l'EVA, ok, la matière pour produire comment, le caoutchouc. Mais est-ce que vous, les Congolais, Félix Tshisekedi, en l'occurrence, avec le recul, est-ce qu'il n'a pas manqué d'anticipation? Comment est-ce qu'un si grand pays qui regorge des professeurs comme vous, des intellectuels comme vous, comment est-ce que vous vous êtes laissé et rouler dans la farine sans avoir anticipé? OK? Maintenant, de deux choses l'une. J'ai entendu beaucoup de Congolais dire que en anticipe, pour affaiblir le Congo, les puissances militaires ont toujours refusé de vendre, d'aider le Congo, d'aider l'armée congolaise à s'équiper. Parce que lorsqu'une armée congolaise, l'armée congolaise est faible et que l'armée rwandaise, petit pays, est équipée et armée, j'ai entendu que à Goma, ce sont des drones qui ont agi. Ce sont enfin, l'armement avec lequel le M23 a pu conquérir, annexer facilement cette ville-là. Le Rwanda n'est pas capable de se l'acheter. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu derrière la main des puissances occidentales. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos frères congolais ne prennent pas ou n'ont pas pris les dispositions adéquates? Maintenant, c'est passé. Il y a encore moyen de prendre des dispositions adéquates. Et c'est la raison pour laquelle je crois que vous avez mis, on fera une bonne tradition en parlant de l'AES. On dit également, je parle d'un proverbe, on, on dit, lorsque ton adversaire est plus fort que toi, il vaut mieux négocier. Sinon, il va te trancher la tête. Professeur Pinipini, dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution et que Paul Kagame veut devenir l'empereur de toute l'Afrique, moi, je crois que c'est trop simpliste. Donc, on va attendre que
le Rwanda annexe tout le Congo et que le Rwanda, comme au temps de Laurent Désiré Kabila, mette ou impose au nouveau régime du Congo des ministres aux postes de souveraineté qui sont rwandais, pour encore continuer à pleurer? Quand est-ce que ce problème sera résolu? Donc, de deux choses l'une. Soit vous êtes armés pour combattre et vaincre le Rwanda avec tous ses alliés, aussi bien africains que occidentaux, ou bien, soyons malins, nous sommes entre Africains. Le Rwanda, les armes qui sont utilisées pour la conquête du Goma, qui sont fabriquées en Afrique, qu'est-ce qui en profite? Les armes que vous utilisez, que Tshisekedi compte utiliser pour combattre le MB3, vous allez encore l'acheter en vous endettant, alors que vos populations boivent actuellement l'eau du fleuve Congo. Donc, sincèrement, moi, j'aimerais bien que nous, les Africains, commençons aussi à réfléchir au bien-être de nos populations. Ne soyons pas bêtes comme les gens nous pensent et travaillons toujours pour l'intérêt des autres. Professeur Punipini, soyons, essayons d'aller au-delà. Ce sont des gens qui ne nous aiment pas, qui veulent que nous soyons toujours en guerre pour pouvoir piller nos richesses. Arrêtons de jouer ce rôle-là dans lequel ils nous poussent. Que pensez-vous, professeur? Dire qu'il n'y a pas de solution, il suffit d'attendre que le Rwanda annexe toute la RDC pour en continuer à pleurer. Moi, je crois que c'est pas courageux. Merci. C'est plusieurs interrogations donc pour tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Afro Web TV. Vous pouvez vous aussi participer à cette émission sur le +1 319 462 89 119. Professeur Pilipili, nous sommes sur la dernière ligne droite pour cette première partie. C'est vrai qu'il y a la solution, mais comment y arriver à cette solution imaginaire dont tout le monde pense? Mais alors, moi, j'ai déjà répondu à la question. Moi, je dis que le problème ne se pose pas du côté du Congolais. Je dis que les Congolais se sont allés régulièrement en négociation avec les Rwandais. Régulièrement. Ils ont fait des concessions énormes pour les gens qui sont dans leur propre pays. Ils ont laissé, même, je dis, ils ont même laissé les Rwandais, il y a même un Rwandais qui est devenu vice-président du Congo, au Congo. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on devait faire de plus? On ne peut pas dire que les Congolais ne... C'est comme ça que j'ai dit que le problème, c'est pas que du niveau du Congo, les Congolais qui refuseraient d'aller s'asseoir ou quoi que ce soit, mais les Congolais trouvent que ça sert à rien avec Kagame de s'asseoir parce qu'on s'est déjà assis plusieurs fois avec lui. À chaque fois, il piétine les accords qui ont été signés. À chaque fois. Parce qu'il veut absolument attaquer le Congo. Pour lui, le Congo, c'est son bien. C'est ça que moi, j'ai dit. Donc, c'est par rapport à cela. Maintenant, effectivement, vous avez raison de dire quelle serait la responsabilité du gouvernement congolais. Mais je crois qu'il faudra mieux toujours distinguer le peuple congolais avec le gouvernement congolais. Moi, ce que je reproche aux Africains, c'est qu'ils confondent le peuple congolais avec le gouvernement congolais. Tout le monde met tous les Congolais dans le même panier avec le gouvernement. Le gouvernement qui dirige aujourd'hui, c'est pas tous les Congolais. C'est pas vrai. Moi, je vais vous donner un peu mon point de vue et l'historique par rapport à cela. Vous savez, parce que ce que vient de dire Amedoula, je crois, on peut le dire à n'importe quel autre pays en Afrique, même le Togo, même la Côte d'Ivoire ou n'importe quel autre pays. Nous pouvons se faire le même reproche qu'on fait aux Congolais. Nous sommes dans la même situation de toute la plupart de nos pays. Il ne faudra pas oublier quand même que la CEDEAO a voulu faire la guerre au Niger. Hein. Donc, c'est quand même des Africains également qui étaient prêts à faire la guerre à un autre pays africain. Donc, ce n'est pas ce cas ici, ce n'est pas un cas unique. Donc, je voudrais dire. Alors maintenant, je veux dire, c'est-à-dire, au Congo, il y a eu la révolution comme celle qu'il y avait eu au Mali, ou bien au Niger, ou bien au Burkina. À la fin du mandat de Joseph Kabila, quand il refusait de partir, le peuple congolais s'était levé, il y a eu une révolution.
Et le peuple congolais a été martyrisé. Le président Kabila et ses hommes, ils ont tué beaucoup de Congolais, particulièrement à Kinshasa, mais également à Goma et aussi à Bukavu. Les gens s'étaient levés contre lui. Et il y a eu des morts de tous côtés. Il y a eu vraiment une véritable révolution. Et le peuple avait donc vomi le président, le régime de Kabila, Joseph, et il avait demandé à toute l'opposition de lui donner un seul candidat qu'ils allaient élire massivement pour conduire le pays. L'opposition congolaise est allée se retrouver, avait promis au peuple congolais qu'il lui donnerait un seul candidat et qu'ils allaient se retrouver. D'ailleurs, le président Tshisekedi avait dit que c'est lui qui avait fait la déclaration devant tout le monde que lui personnellement s'engageait à ce qu'il n'y ait qu'un seul candidat et que si cela ne se ferait pas et que le peuple puisse lui réserver des sanctions. C'est lui-même qui l'avait dit. On a des vidéos de cela jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont allés à Genève pour qu'il y ait pour dégager le contour afin qu'il y ait un seul candidat. Et ils sont parvenus. Il y a eu quelqu'un qui a été désigné comme candidat de l'opposition face au candidat du régime de Kabila. Tout le Congo était content, tout le monde a jubilé. Mais le lendemain de cette annonce, il y a eu revirement, notamment du président Tshisekedi avec son ami Kamere, qui ont dit qu'il renonçait, qu'il retirait leur signature. Si bien que, au lieu de revenir de Genève avec un seul candidat, eh bien, ils sont revenus avec des candidats qui s'opposaient. Donc, il y a eu deux camps à partir de ce moment-là, mais c'était justement la brèche sur laquelle tout ce que nous voyons maintenant est arrivé. Et moi, à l'époque, quand le président Tshisekedi a été élu, je l'avais exhorté d'oublier tout cela, de se retrouver avec ses amis de Genève, d'entrer la hache de guerre et d'aider le Congo à redémarrer. Autrement, s'il continuait comme ça, le Congo allait se retrouver dans de très grandes difficultés. Personnellement, je les avais interpellés parce que je voyais venir tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Il ne m'a jamais écouté, personne n'a jamais écouté. Quand il a été réélu maintenant, je lui avais encore dit la même chose, qu'il fallait réunir tous ses amis-là avec qui il avait été et faire la tournée avec eux à travers tous les pays pour pacifier les pays. Ça n'a pas été fait. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a deux camps opposés. Et c'est dans cette brèche-là que tout ceci arrive. Donc moi je dis la responsabilité se trouve à ce niveau-là, qu'il aurait fallu que même maintenant, que le président Tshisekedi puisse réunir toute la classe politique congolaise et qui se mettent autour d'une table pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'on forme un gouvernement d'union nationale, qu'on puisse mobiliser le peuple congolais. Parce que le président Tshisekedi s'était basé sur le leadership féminin, soi-disant, qui avait des solutions miracles pour le Congo. Il fallait que ce soit des femmes d'Harvard qui viendraient avec des propos, des solutions et tout ça. Maintenant, regardez où nous en sommes. Donc, je crois que moi, je lui enfin, j'ai encore un des mes écrits, un article que j'ai publié dans des journaux à Kinshasa, où je l'exhortais à cela. Donc, ce n'est pas dit que nous ne faisons rien, mais nous ne sommes pas dans la tête du président Tshisekedi, nous ne sommes pas là, ce conseiller dire qu'il écoute. Dans le président Tshisekedi, il a son plan, il a ses hommes, il a sa politique. C'est lui qui mène les affaires du Congo maintenant, c'est pas tout le Congolais. Donc, Merci. moi, je voudrais dire qu'on doit distinguer entre le peuple congolais et le gouvernement congolais. Le gouvernement du président Tshisekedi, c'est pas le gouvernement de tous les Congolais, c'est un gouvernement qui est là et qui dirige le Congo. Donc voilà, moi je crois que c'est. Alors, je reviens donc pour dire, quand je parle d'un problème de solution, ce n'est pas que nous ne voulons pas que ça soit solutionné, on voudrait bien, mais on va solutionner avec qui? Kagame en face, c'est pas quelqu'un qui va écouter, mais je voudrais bien qu'il y ait quelqu'un qui a lui faire écouter raison. Hein. Lui n'écoute que les Blancs, Kagame là.
Ils n'écoutent que les Blancs, c'est-à-dire c'est Merci, les merci. Anglais, les Américains. C'est comme ça. Les Mais, Noirs, mais, ils les prennent pour des Noirs. Donc professeur c'est ça Pinipini, qu'il faut comprendre. Oui. professeur Pinipini, merci infiniment. J'ai compris votre position. Disons-nous, le M23 est à Goma et a pris en possession Goma, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, qu'adviendrait-il dans les jours à venir? Nul ne le sait. Nous sommes à la fin donc de cette première partie. Monsieur Amedodi, quelle est votre conclusion en même temps? Une minute, puisque le professeur en a déjà fait. Tout, tout à fait. Et merci, monsieur le professeur, pour vos observations. Vous avez dit tout à l'heure que Goma est tombé et un rapport, comment les observateurs onusiens qui sont sur le terrain disent que le M23 est en route pour d'autres villes, Bukavu en l'occurrence, et à leur tête, le leader de l'AFC, Alliance Fleuve Congo, promet d'aller déloger Tshisekedi. Si j'ai bien compris, professeur Pinipini, euh, je fais bien la part des choses entre le régime actuel de Félix Tshisekedi et le peuple avec lequel il a divorcé. Parce que on a vu les conditions dans lesquelles les dernières élections présidentielles, communales, enfin, et locales se sont passées sur fond de contestation. Donc, ma conclusion, c'est que lorsqu'on est mal élu là, en Afrique, on finit toujours par être rattrapé par les magouilles. Il faut que les dirigeants africains arrêtent de faire ça à leur population. Aujourd'hui, je connais beaucoup de Congolais. Je suis sur des plateformes congolaises qui, au début, ont commencé à condamner l'annexion, mais qui après ont vu dans l'annexion une opportunité pour le Congo d'être libéré de Félix Tshisekedi, qui également est un homme des Occidentaux, mais qui malheureusement n'est pas aussi proche des Occidentaux que Paul Kagame. Voilà, professeur Tshisekedi, lorsqu'on joue avec le feu, on finit par se brûler la main. Et c'est ce qui malheureusement risque d'arriver dans les prochains jours à Félix Tshisekedi s'il ne prend pas garde, parce que ces gens-là, soutenus par les puissances occidentales dont nous parlons, sont prêts à aller jusqu'à Kinshasa. Et à mon avis, d'après ce que moi j'entends dire de la bouche des Congolais qui sont sur le terrain, de la bouche des Congolais qui sont dans la diaspora et sur les médias, le M23 sera soutenu pour aller déloger. Donc c'est le début du commencement pour le départ de Félix Tshisekedi. Et rien ne va les arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore avoir le scénario où le Rwanda soutient quelqu'un, prend le pouvoir et va téléguider, va guider cette personne-là qui va travailler encore contre les intérêts des Congolais? Ou bien est-ce que les Congolais vont prendre leur courage à deux mains pour chasser eux-mêmes Tshisekedi et mettre à la place de leur pays? Vous avez parlé tout à l'heure aujourd'hui, si Félix Tshisekedi était de bonne foi ou était de bonne disposition, pourquoi est-ce que le pays étant attaqué, il ne fait pas appel à la classe politique, l'opposition en l'occurrence, pour voir ensemble comment faire pour sauver le pays? Non, il est dans sa tour d'ivoire, croyant qu'il suffit de dire aux gens qu'il est en train de préparer une riposte coordonnée, que ça va se passer. Ok, je le sais très très croyant, il est en train de prier, il prend la moitié, comme tous les bons Africains, de son temps à prier, à prier, à prier. Ces gens-là avancent, ils posent des actes. Lui, avec ses paroles, il croit que ça va changer des choses. Je suis désolé, c'est ma conclusion. Moi, ça me révolte. Cette situation-là, les Africains, ils plongent leur tête dans le sable, croyant que en, en refusant de voir ce qui leur arrive, la chose va cesser. Moi, je pense que nous nous ridiculisons et je pense que ça ne fera pas, ça va pas nous grandir. C'est la raison pour laquelle l'attitude de beaucoup de nos dirigeants, j'ai dit la fois dernière, c'est cette attitude-là enfantine qui nourrit justement
dans les pays occidentaux le racisme vis-à-vis des Africains. Il faut que les Africains commencent à se prendre en charge et à réfléchir, à savoir là où se trouvent leurs intérêts. Merci. Merci, merci Monsieur Amedodi. Ce sera votre conclusion. Merci. Et restez, chers amis, avec nous pour la suite de notre émission. On reviendra sur les pays de l'AES pour faire un bilan et surtout l'avenir de ces 3 pays face à la CEDEAO. On se retrouve juste après. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine ?